Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition, les défis du tourisme au Québec sur la page Facebook de Tourisme Express. Une belle discussion en prévision aujourd'hui. On va parler des congrès, marché de congrès réunion, à quoi on peut s'attendre dans le futur. J'aurai dans quelques instants le plaisir de me joindre à Robert Mercure, qui est président directeur général du Palais des Congrès de Montréal. Comme on le voit dans ce beau gabarit qu'on utilise pour le défi du tourisme au Québec, on a le beau Château Frontenac. Robert était directeur général plusieurs années avant, mais ça ne sera pas le sujet de la conversation aujourd'hui. On va parler donc du milieu congrès, réunion, événementiel. Je laisse le temps à Facebook de notifier les gens qui se joignent à nous. On approche de la minute déjà et je vois le compteur qui augmente, donc on est plusieurs qui sont là. Alors, sans plus tarder, je vais tout de suite aller rejoindre Robert. Voilà. Robert Mercure, comment ça va? Ça va super bien, Frédéric, merci. Excellent. Alors, le son, l'image est bon. Je vois, on a beaucoup de gens qui font dire bonjour, des commentaires. Alors, c'est super. Alors, Robert, on est là aujourd'hui pour se parler du futur des congrès. Tu es président directeur général du Palais des Congrès de Montréal. Peut-être avant d'aborder le sujet ou le vif du sujet, peut-être nous dire comment vous avez vécu la situation au cours des 6 dernières semaines. Comment ça se passe au Palais ces temps-ci? Mais on est fermé jusqu'au 31 août, hein, donc on a fallu évidemment annuler les événements, les congrès pour le printemps et pour l'été. On se prépare pour être prêt là, pour une réouverture graduelle à commencer du mois de septembre. Il y a beaucoup d'événements à déplacer. Donc, les bonnes nouvelles, c'est qu'on a réussi de déplacer, reporter la majorité des événements à date. On a perdu des congrès, c'est sûr, mais qu'est-ce qu'on voit, c'est vraiment l'intérêt de toujours rebooker. Donc, l'automne, quand même, qu'est-ce que nous avons sur nos livres est toujours très occupé. Et les années futures, honnêtement, il y a des belles choses à regarder au niveau de l'intérêt et les réservations sur les livres. Donc, ça va bien. Évidemment, il y a une vague d'annulations et toutes sortes de changements. Beaucoup de gens qui sont très incertains. Mais en général, on a tout fait pour vraiment protéger nos relations avec les clients avec une agilité, beaucoup de flexibilité. C'est important pour les retombées économiques de Montréal. Donc, je peux dire qu'en général, malgré la situation comme telle, ça va bien. C'est sûr que vous êtes dans une situation particulière parce que faut qu'on, le Palais des Congrès, vous avez quand même maintenu vos équipes. Est-ce que c'est pas mal la même équipe qui est en poste? Vous travaillez sur quoi en ce moment? J'imagine que vous êtes plus en regarder la relance ou les mesures sanitaires. Peut-être nous expliquer un peu, ça ressemble à quoi en ce moment, ce sur quoi vous travaillez au niveau de l'équipe. Ensuite, on va parler de toi, Robert. Je sais que tu es impliqué aussi au niveau de différents comités, là, mais au niveau de l'équipe, ça ressemble à quoi en ce moment? Mais on n'avait pas le choix que mettre une grande partie de l'équipe en chômage. C'est une situation très difficile, évidemment. Et on n'aurait pas des événements pour plusieurs mois. Donc, oui, on a gardé une partie de notre équipe justement pour se préparer pour le redémarrage du palais. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Beaucoup de mouvements avec nos clients aussi hein, qui veulent rapporter. Donc quand même, on ne manque pas du travail. On a déjà lancé toute une équipe qui fait vraiment une très bonne job pour créer, commencer à vraiment finaliser, roder les standards sanitaires pour être vraiment prêt pour le mois de septembre. Beaucoup de travail, c'est un gros dossier. On veut partager nos mesures sanitaires qu'on est en train de monter. Une belle collaboration justement avec l'association hôtelière, avec Tourisme Montréal, pour coordonner ces protocoles sanitaires qui sont très importants, honnêtement, pour avoir un message clair qui va rassurer le client au bon moment, quand le marché est prêt pour retourner, quand le gouvernement aussi est prêt pour adresser la situation de laisser les gens se ressembler. Il faut vraiment avoir un programme assez étoffé et costaud pour être capable de clairement expliquer à nos clients que c'est sécuritaire et on parle tous avec la même voix
au niveau de nous, les hôteliers, tout le monde, et les festivals, et donc ça s'aligne très, très bien. Quand on parle de mesures sanitaires et de ce qui s'en vient, il y a forcément, j'imagine, des scénarios que vous évoquez. Il y a, je sais que du côté du MT Lab, Pierre Belrose, avec Tourisme Montréal, ils ont évoqué différents scénarios, hein, phase 0, phase 1. Euh, Ça peut ressembler à quoi? Il y a 2 ou 3 semaines, on était avec Caroline Lepage sur un Facebook Live ici, puis avec son agence Agora Plus 3, ils sont des PCO, hein, ils organisent tout ce qui est l'audiovisuel, le food and bev, l'art d'événements, et elle évoquait certains enjeux, certains défis qui s'en viennent. J'imagine que ça fait partie des scénarios que vous évoquez quand on parle de guide de procédure. Ça peut ressembler à quoi dans un scénario d'automne, voire de 2021, les congrès, les événements qui vont s'organiser, peut-être de manière concrète, quelles sont certaines des approches qui sont évoquées ou des scénarios qui sont discutés en ce moment? Nous avons plusieurs hypothèses au niveau de le niveau de mesures sanitaires qui vont être imposées. Donc, si on regarde la distanciation, au niveau de, évidemment, il y a des vrais enjeux qu'on est en train d'étudier parce que il faut supporter les organisateurs dans le sens qu'il va avoir des impacts sur notre capacité au niveau de le nombre de personnes qu'on va être capable d'amener au palais. Et une des choses qu'on est en train de vraiment regarder, c'est l'impact sur les coûts, hein, parce qu'il y a plus de coûts à cause que il faut avoir plus de staff, plus de nettoyage, moins d'achalandage. Et comment on peut supporter justement le côté privé, les organisateurs, pour être rassurés, pour être capable d'aller de l'avant avec les événements. Donc, nous, à l'interne, on est en train d'étudier de comment on peut absorber une grosse partie de ces coûts supplémentaires-là à cause des mesures sanitaires qu'on est en train de regarder. Évidemment, quand on regarde l'achalandage, les capacités dans les salles, il y a plusieurs scénarios. Nous, on peut aller de, mettons cet automne. Il y a des vrais enjeux pour les hôteliers et nous, dans cette dynamique-là, de mettre en place les protocoles nécessaires pour être capable d'aller de l'avant. Il y a justement, directement en lien avec ça, je vais tout de suite rebondir sur une question qui est posée par Julie Desmarais, là, qui nous dit comment pensez-vous informer les gens des mesures sanitaires qui seront mises en place? Parce que c'est beau de mettre de l'avant toutes ces procédures-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé avec justement les PCO? C'est du Tourisme Montréal? Est-ce que c'est le Palais des Congrès? Comment vous allez vous y prendre? Oui, il y a un regroupement municipal, justement, avec Tourisme Montréal et toutes les parties prenantes. Les hôteliers, ils ont des grands enjeux, hein, et il faut pas sous-estimer le stress et la situation vraiment sérieuse qu'ils sont en train de vivre, les restaurants, les organisateurs. Donc, nous, la façon qu'on voit comment on peut aider tout le monde, c'est de vraiment se concentrer sur les standards, congrès, banquets, etc. Et on a des experts qu'on est en train de consulter avec tous les joueurs, tous les parties prenantes pour vraiment aider à tout encadrer ça, coordonner avec le regroupement municipal. Et aussi, je suis sur le comité provincial où on est en train de aussi partager ces standards-là et pour rendre ça uniforme à travers la province avec un comité affaires provincial qui se reporte au ministère de Tourisme. On veut partager ces choses-là. Puis, je pense que c'est important qu'on regarde avec le gouvernement comment on peut vraiment, standardiser ces standards et aussi regarder comment on peut vérifier et certifier, si on veut le dire comme ça, pour vraiment rassurer les clients que oui, on est conforme et c'est le temps de revenir. Et quand, justement, les événements, les congrès, les colloques vont revenir, une des questions qui jaillit souvent, c'est est-ce que les gens vont revenir à 100% ou est-ce qu'il y a des scénarios qui sont évoqués de formules hybrides ou est-ce que peut-être, justement, avec vos fournisseurs là, qui font l'audiovisuel, il y aura peut-être une portion de participants qui de plus en plus sera à distance. On a vu la popularité croissante des Zoom ou des Facebook Live donc des formules de télétravail ou d'options. Est-ce que c'est quelque chose qui va être intégré à l'offre même de ce qui sera proposé au Palais des Congrès et dans les congrès en général, selon vous? C'est sûr qu'il faut se préparer pour avoir des mesures, mettons, un peu plus sévères au début, puis plus d'impact, évidemment. Je pense, l'automne, est-ce que le marché va être prêt de retourner?
c'est difficile aujourd'hui à voir, il y a tellement d'inconnus. Le mieux que nous, on peut faire, c'est d'être vraiment prêt pour plusieurs niveaux d'extrémité de mesures sanitaires et à un moment donné, ça va relaxer. Donc, un retour graduel. Aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup d'annulations pour l'automne, mais beaucoup de gens sont très incertains. Donc, est-ce que ça va changer? C'est à voir. Donc, on peut avoir des discussions à propos des dates de redémarrage du marché, mais on peut clairement identifier les étapes nécessaires pour redémarrer. Est-ce que c'est le 1er septembre, le 1er janvier, plus tard? En tout cas, ça, on va voir. Mais au niveau on regarde ça au niveau de regarder les choses qu'on contrôle, qu'on peut identifier, étape par étape pour ramener le marché au normal. Donc, voilà. Mais selon toi, Robert, est-ce que les dates, c'est une chose certaine, mais est-ce que tu crois que les gens vont les formules hybrides, penses-tu que c'est quelque chose qui va en termes de popularité, les gens vont vraiment demander ça ou c'est comme oui, non, bof? Mais oui, absolument que maintenant, c'est virtuel, on s'entend. Donc, à un moment donné, quand le marché va commencer à revenir, je vois plus en plus de modèles hybrides. Hein? Donc, avec beaucoup plus de technologies numériques, téléconférences intégrées. Je vois des scénarios, comme exemple, avec peut-être des gens du Québec ou du Canada venir ici pour parler avec des confrères à un congrès en Europe, si on a toujours des défis avec les vols ou les frontières et tout ça. Donc, c'est sûr que quand on regarde les segments de marché en passant, le marché local et régional et national va revenir plus tôt que le marché international et américain. Donc, il y a des phases dans ces démarrages-là. Mais virtuel, hybride et éventuellement vraiment en personne. Moi, je reste très optimiste à long terme. Hein. Tous les signes sont là pour nous dire qu'à long terme, je pense qu'on peut être assez optimiste. Quand moi, je regarde la situation, je reste très optimiste, mais aussi réaliste. Nous avons des étapes très difficiles à traverser cet été, cet automne, peut-être le printemps, mais à un moment donné, l'événementiel, le marché à faire va revenir. Et la raison est simple. L'être humain a besoin de se ressembler. On est social et on réalise plus que jamais l'impact du confinement, de cette distance. Et je pense qu'il va y avoir une demande accumulée pour quand toutes les choses sont en place pour vraiment protéger la santé et la sécurité de nos clients et nos collègues, le marché va être très, très intéressé de revenir. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on était prêt pour avoir une année record à mon palais cette année. Donc, tous les événements que nous avons rapportés sont la majorité, là, il y en a qu'on a perdu évidemment, et on avait déjà sur nos livres le nombre de congrès et événements réservés dans les prochaines années étaient des réservations à un niveau record. Donc, quand les choses reviennent, personnellement, je vois des années records dans notre futur dans les prochaines années. Quand les congrès annulés ou qu'on a reporté pendant le printemps et cet été, la majorité, ils veulent reconfirmer, mais ils ne peuvent pas juste reconfirmer dans 6 mois. Donc, ça saute par 2 ans. Mettons, ils bookent en 2021, 2022, 2023. Et c'est très, très fort. Il y a d'autres marchés, les conférences, etc., qui sont un peu plus à court terme, mais aussi les expositions sont un marché très important qui est resté pas mal en place. C'est dans la phase mi-terme au niveau de comment on va remonter la pente pour redémarrer l'économie, l'industrie, c'est vraiment où on a des enjeux, nous tous. Et comment on peut supporter le privé dans ces risques il y a plus de risques, plus de coûts, et comment on peut les supporter, sinon les événements vont continuer à annuler. C'est une de nos réflexions. Oui, puis c'est un défi. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, on l'avait eu aussi dans une discussion préalable, le besoin des gens de se rencontrer. Dans un trade show, tu vois un camion, tu vois un truc, tu sais, le virtuel, à un moment donné, a ses limites, parce que des fois, on veut parler avec un délégué, on veut parler avec un représentant, ou on veut toucher des produits ou des services ou autre. Donc, il y a ce côté-là. Il y a plusieurs questions, commentaires. On va essayer de passer à travers tout. Il y a beaucoup d'intérêt. Tu viens de toucher sur un élément, par contre, sur lequel j'aimerais revenir. Tu as dit on avait une année record et il me semble, depuis quelques années, ça fait au moins 3-4 ans, année après année, le palais des congrès, c'est wow.
Selon toi, c'est quoi une des raisons qui fait en sorte qu'on reçoit tant d'événements en Amérique du Nord? Montréal est numéro un depuis quelques années, je crois, au niveau du Palais des Congrès. Et le fait qu'il y a plusieurs événements qui ont été annulés cette année, comment ça peut affecter le brand Montréal, Exact. compte tenu que c'est une des raisons pourquoi les gens viennent à des congrès à Montréal, parce que c'est une ville festive. Hein? Donc, c'est quoi ton opinion par rapport à cet aspect-là? Mais Montréal est une destination incroyable à vendre. Hein. Donc, dans le sens qu'il faut pas oublier que Montréal accueille le plus d'événements internationaux des Amériques. Hein. Les Amériques du Nord, centrale et du Sud. On est vraiment considéré une ville internationale, sexy. C'est une ville vraiment, vraiment attirante pour les gens. Donc, beaucoup de demandes et c'est la raison que je reste tellement optimiste. On a un beau produit, on a une belle collaboration avec nos partenaires comme Tourisme Montréal, l'Association hôtelière de Montréal. Et c'est une de nos forces parce que ça ne fonctionne pas comme ça partout. Hein? Donc, je pense on a vraiment des avantages. C'est clair qu'il faut travailler très fort, il faut se rapprocher, il faut collaborer mieux que jamais. La compétition va être féroce dans le marché, puis les destinations, c'est notre compétition, les autres destinations. Donc, notre opportunité, c'est de vraiment s'organiser comme il faut, être agressif dans ces marchés de vente-là et aller de l'avant parce que nous avons le produit, on a eu des années records, aussi notre pace, qu'est-ce qu'on appelle la façon, la rapidité que les congrès confirment année sur année. Nous, dans nos prévisions, on voit des années records dans le futur. Et la raison, je reviens à la force de Montréal au niveau comme la ville internationale de l'Amérique du Nord. Mm-hmm. Euh, tu nous, euh, Tu nous as parlé de ce besoin de travailler avec différents partenaires. La semaine dernière, on a discuté avec les gens du MT Lab et je crois que c'est justement une des forces depuis ton arrivée en poste. Vous avez voulu travailler le côté incubation de start-up. Vous faites des trucs avec le CHUM, le FRQ, l'IRSST. Peux-tu nous parler un peu justement de ces partenariats, de ce souci d'innovation, particulièrement dans le contexte actuel où on va devoir se creuser les méninges pour réinventer un peu la manière de travailler les congrès? Mais qu'est-ce qui m'intrigue beaucoup, là, c'est que nous avons identifié des enjeux pour le marché affaires, même avant la crise. Et qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ces enjeux-là, qui sont des opportunités, plus de téléconférences, plus de technologie numérique dans les événements, les attentes des clients d'avoir plus de créativité, plus de dialogue comme monologue. Nous avons identifié ces tendances-là avant la crise. Et j'ai l'impression que tous ces enjeux-là sont aussi pertinent qu'avant, et même plus urgent, et c'est en train d'accélérer. Donc, quand on parle des partenariats avec des startups comme avec MT Lab ou le quartier d'innovation aussi, le Centre Phi, un de nos voisins, le CHUM, ils ont un programme incroyable au niveau de l'innovation santé. C'est tout MT Lab, on a un partenariat incroyable et on regarde même de faire un appel à solutions avec les jeunes startups pour nous aider à fournir des solutions qui n'existent pas sur les marchés traditionnels pour trouver de nouvelles solutions créatives mais accessibles post-COVID. Mais ces tendances et ces enjeux étaient identifiés avant. Maintenant, on se penche vraiment là, pour aller beaucoup plus de l'avant, pour avoir des produits uniques. Il ne faut pas oublier, quand on parle de l'avantage de Montréal, nos forces de secteur économique, la créativité montréalaise, et québécoise, et la réalité virtuelle, l'événementiel. On est très bien connu comme une ville de festival, comme vous avez dit, Frédéric. Puis C2, le Cirque du Soleil, on oublie des fois parce que j'ai l'impression que des fois on est très dur sur nous-mêmes, comme Montréalais et Québécois. On oublie comment bien aperçu Montréal est à travers le monde. Et ce positionnement événementiel, congrès international, accueillant, tolérant, inclusif comme ville, c'est un message que je trouve qu'il faut avoir plus à travers le monde en général, avec ce qui se passe partout, et ça rend notre destination comme ville dans l'Amérique du Nord extrêmement attirante.
Donc, parfait. Je pense que le message est clair. Puis je pense que la plupart des gens qui sont sur le Facebook Live semblent être très d'accord. J'en suis. On revient juste sur un truc tout à l'heure. On parlait évidemment des mesures, les protocoles sur lesquels vous travaillez. Il y a une question intéressante qui a été soulevée par Guy Deshommes qui nous dit le Portugal a créé un label certification Clean and Safe. Est-ce que le milieu pourrait travailler sur un concept du genre? Je sais que j'ai vu aussi un truc comme ça en Ontario, dans un centre de congrès. Donc, est-ce qu'il y a un label, et dans les discussions, il y en a qui disent qu'il y a déjà une réflexion là-dessus. Je sais que tu es impliqué dans différents comités au niveau de l'Alliance. Peut-être nous dire, par rapport à ces discussions-là, est-ce qu'il y a effectivement un label qui serait en discussion? Si oui, sinon, pourquoi? Bref, chose intéressante, l'idée qui est là, mais est-ce que c'est quelque chose qui est évoqué au niveau du Palais des Congrès? Ah oui, mais je pense que c'est absolument important que, puis on a eu des discussions avec plusieurs joueurs municipaux et provinciaux parce que ça revient à justement cette situation de soulager les clients avec des vérifications, avec des standards uniformes et vérifiés et un peu dans un contexte certifié. Donc, oui, puis il y a des volets avec le regroupement à Montréal et aussi au niveau de la province pour être sûr que on parle avec une voix pour justement être clair. Puis, je pense que si on est capable de vraiment mettre en place et exiger des protocoles vraiment, vraiment assez exigeants pour nous aider parce que ça revient à une histoire de confiance des clients. Puis il faut rassurer le client. Le marché est traumatisé avec la situation. Puis s'ils ne sont pas confiants, on ne va pas bien réussir à redémarrer l'industrie du marché d'affaires rapidement. Et ça, c'est un de nos enjeux qu'il faut absolument adresser. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une question. On salue Isabelle Fontaine qui nous fait un petit coucou. Il y a plein d'autres gens d'ailleurs. Tu iras voir Robert. Là, il y a plein de gens, plusieurs centres de congrès à travers la province et même à l'international qui nous suivent, qui nous font un petit coucou. Il y a Julie, on a parlé de créativité, de C2 Montréal, choses comme ça. D'un point de vue, justement, si on ramène ça au niveau du congrès, le congrès du futur, Julie Desmarais nous pose justement la question, ça serait quoi des exemples de créativité en contexte de congrès, réunion, qui seraient justement peut-être affectés par la démarche post-COVID-19, selon toi, Robert? Moi, je pense qu'au niveau de avoir spécifiquement des forfaits qui sont beaucoup plus accessibles et clés en main pour nos clients, parce que veut ou veut pas, le scénario hybride risque de durer assez longtemps. Puis, on est en train de former le monde sur comment bien faire des téléconférences et oui, il va avoir un impact sur notre industrie. C'est clair. Puis, il faut s'adapter, il faut se réinventer, il faut évoluer. C'est le nerf de la guerre. Donc, évidemment, il y a des joueurs très professionnels et avec une vraie expertise pour créer ces connaissances-là avec des réalités virtuelles et augmentées et vraiment créer des expériences assez exceptionnelles, même des salons virtuels comme exemple. On travaille avec un startup LifeScale qui est capable de monétiser des encans virtuels pendant des salons et des congrès. Nous avons un écosystème de startups événementiels qu'on appelle CITE, le Centre d'innovation et transformation événementielle. Et l'idée, c'est d'aider les clients à se réinventer. Parce qu'on est considéré une destination créative comme province et comme ville. Et d'amener cette force de créativité et innovation, on le voit, on a déjà testé sur nos marchés à travers le monde quand on vend le palais avec mon équipe de vente. Et la réaction, parce que les clients ils réalisent qu'ils ont besoin de se réinventer. Et ces discussions-là ont commencé avant la crise, comme je disais. Là, ça devient urgent. Et dans le sens pour donner des choses spécifiques, il y a toute une série dans notre écosystème série. Je vous invite de consulter notre site web en passant. Oui, d'ailleurs, pendant que tu parlais, Robert, j'ai partagé, Palais des Congrès avait mis un lien et cité, on a mis le lien à l'écran également. Donc, pendant que tu en parlais, je l'ai mis et c'est dans le fil pour les gens qui suivent la discussion sur la page Facebook. Mais moi, je suis convaincu que les jeunes bolés créatifs, d'aller les consulter, à faire des appels à solutions avec les startups québécois, à tous les niveaux pour nous aider et aider la province, pas juste le Palais, le Québec et les régions, évidemment, tout le monde a le même défi. Mais ce talent montréalais
de créativité, c'est une de nos forces qu'il faut vraiment, vraiment faire rayonner et maximiser dans la façon de démarquer la destination. Il y a une excellente question qui est posée par Véronique Hébert qui fait d'ailleurs écho à une discussion qu'on a eue dans d'autres Facebook Live avant, mais elle demande quelles sont les mesures concernant la partie des repas lors d'événements. Est-ce qu'on va bannir les buffets? Alors, est-ce qu'on a est-ce que tu as forcément une opinion sur la chose? Ça fait partie des discussions, je présume. Peux-tu nous donner tes lumières par rapport à ce débat-là? On est vraiment dans les détails, hein? Puis je te dis, c'est un gros projet puis qui est compliqué, puis tous les jours, on regarde de nouvelles questions. C'est sûr qu'il y a des enjeux avec des buffets, mais je pense qu'il y a des solutions créatives aussi dans le contexte buffet et cocktails, parce que quelqu'un d'autre mentionnait les cocktails aussi, donc c'est un peu... Ouais. Tout est sur la table, hein? Okay. Puis on est dedans, on se prépare pour être capable de vraiment rentrer dans les détails, puis on est très ouvert à regarder les gens au courant. On veut supporter les gens avec les choses qu'on est capable d'identifier. Vers mi-mai, fin mai, on va être beaucoup plus avancé avec des choses extrêmement pointues et détaillées pour aider à monter ces standards-là. Si je peux me permettre, je voulais juste retourner à la question précédente au niveau des choses spécifiques au niveau de la créativité. Bien sûr. Parce que nous, on est dedans, puis c'est pas juste des partenariats avec les startups. On lance une salle immersive. Cet automne, c'était supposé d'ouvrir au mois d'avril-mai. Et on va être le seul centre de congrès en Amérique du Nord pour avoir une salle de 18 000 pieds carrés avec des expériences immersives, projections, vraiment techno. Ça va être quelque chose assez unique pour nous au Canada et en Amérique du Nord. C'est comme mettons, un musée à nouvelle génération. Et on est super excités de lancer ce produit-là. En fait, on va annoncer plus les détails bientôt. Okay. Mais ça va être une les initiatives que le Palais va lancer. Robert, tu es en train de nous donner un scoop, là? Oui. Wow! Cool! Yeah. I can't say more, by the way. Mais c'est exceptionnel. Puis ça va vraiment aider. Moi, une des choses que j'ai toujours vu comme potentiel quand j'ai accepté le poste un an et demi passé, on veut créer le centre congrès de l'avenir, OK? Et on met tout sur la table. Et on travaille avec une compagnie qui est vraiment incroyable, Massivor, pour animer nos lieux publics avec toutes sortes d'activités, animation. C'est un regroupement d'artistes. C'est un réseau incroyable. Parce qu'on voulait animer nos lieux publics pour rendre le palais beaucoup plus accueillant. On est en train de revisiter le mix de retail aussi, comment on peut faire évoluer le retail. J'ai toute une liste de startups incroyables de notre écosystème de jeunes pousses. Là, c'est absolument incroyable. Et on est vraiment là pour supporter les clients et leur donner accès à ces choses-là dans une façon abordable. L'autre chose, dans le contexte du redémarrage de l'industrie, je reviens à l'histoire de collaboration parce qu'on travaille avec le Stade olympique parce que tous les événements sont critiques. On ne veut pas perdre un événement quand le marché est prêt à se redémarrer et se relancer économiquement. Et on regarde tous les endroits. Notre rôle, on est une société d'État, OK? Il y a 3 sociétés d'État dans le ministère du Tourisme, nous, le Stade et le Centre de congrès à Québec. Et on travaille très proche. On s'appelle les 3 Amigos. Puis on veut vraiment, notre rôle, c'est de maximiser le retour économique pour la province, justement pour Québec et Montréal et les régions. Et une des choses, c'est de développer ce réseau de lieux alternatifs pour ne pas perdre des événements. Nous, on est là pour maximiser le retour économique, mais il y a beaucoup de groupes aussi qui sont plus, mettons, régionales. Mm-hmm. Il ne faut pas les perdre parce que ça offre l'emploi pour les Québécois. Donc, comment on peut mieux travailler ensemble, comme nous avec le Stade, c'est un exemple comment on veut rien échapper quand le marché revient en force. Hey, c'est fou, on approche déjà de la demi-heure. Je savais que ça irait vite. Il y a plusieurs questions, commentaires. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir. Tu l'as brièvement abordé, juste le volet de la gestion des risques, des assurances, parce que ça a été quand même évoqué. Parce que dans le contexte actuel, les événements qui vont être programmés pour l'automne, voire même pour 2021, ben, il y a des associations qui, quand elles vont faire l'organisation, vont dire, bien là, on va demander les assurances vont être plus complexes à aller chercher et c'est peut-être des PCO qui vont devoir absorber ce côté-là. Il y en a qui vont, ils vont refiler la facture à qui?
Alors, quel est le rôle que peut jouer le Palais des Congrès ou des joueurs justement comme vous dans un contexte où il y aura une certaine frilosité là, par rapport aux événements à organiser dans les prochains 12 à 18 mois? Oui, puis je pense que c'est important de souligner le fait qu'il y a vraiment, comme à mon avis, il y a deux discussions en arrière de tout ça, parce que les organisateurs, le marché privé est en train de souffrir énormément. Et il y a une vraie question si les joueurs vont être capables de survivre cet été et cet automne, si on n'est pas capable de redémarrer. Puis là, on se trouve dans l'hiver, puis là, on tombe en printemps et l'été de la saison estivale au niveau de 2021. Donc, ils sont en mode survie. Donc, comment on les aide pour être là quand le marché est prêt de retourner avec les standards sanitaires en place, c'est quelque chose qu'il faut absolument adresser. Quand le marché est prêt à se redémarrer, parce que évidemment, le marché est très dépendant sur les compagnies aériennes, tout ce qui se passe à travers le monde, qu'on connaît déjà tous, puis on vend dans les médias. Là, quand on avance un peu plus loin que, OK, on fait le plus possible pour aider le marché affaires privé qui est vraiment à risque, puis incluant les hôteliers et les restaurateurs, je me répète, mais c'est tellement important parce que s'ils sont pas capables de survivre, on va avoir des vrais problèmes pour redémarrer l'industrie. Après ça, quand on arrive à la deuxième étape, on est en mode est-ce que le marché va redémarrer à 50 25 75 c'est à voir. Mais à cette étape-là, là, il faut vraiment identifier comment nous, comme société d'État, on va absorber ces coûts supplémentaires-là que le privé n'est pas capable d'absorber. Ils vont carrément annuler, il y a trop de risques, ils ne vont pas faire des profits. Et en plus, les mesures sanitaires, je reviens, c'est critique parce qu'il y a une étape où la capacité dans les hôtels, dans leurs salles de conférence, les banquets, on a déjà eu une pénurie d'espace pour des réunions à Montréal. C'est un enjeu pour la ville. Et quand tu imposes ces standards de distanciation, ça cause des problèmes. Donc, comment on peut partager ces risques-là? On est en discussion avec le gouvernement et avec le comité provincial d'essayer de trouver des solutions pour partager ces risques-là. Sinon, je pense il faut vraiment, vraiment trouver des solutions pour cet enjeu-là. Ouais, c'est un véritable enjeu. Euh, on va en prendre une dernière question. Il y en a plusieurs qui déboulent, mais par souci de temps pour les gens qui nous écoutent, pour vous aussi, là, Robert, on sait que merci pour la générosité d'être avec nous aujourd'hui. On va en prendre une petite dernière. Il y a Maryse Vaugeois qui nous demande est-ce qu'on peut penser avoir une vitrine pour les créateurs de produits du Québec dans la démarche d'achat local je pense qu'il a été question à un moment donné d'une galerie commerciale. Peut-être que c'est plus le cas en contexte de distanciation. Euh, Est-ce que ça serait une possibilité avoir une vitrine donc pour les créateurs de produits du Québec au niveau du palais des Oui, congrès ou dans les centres de congrès? mais je suis content qu'on en parle parce que c'est une excellente question, parce que j'ai toujours voulu que le palais devienne la vitrine de créativité montréalaise et québécoise. Et il y a plusieurs façons de faire ça. Hein. On peut faire rayonner ces produits-là, cette créativité, cette innovation à travers nos congrès. On peut le faire physiquement dans nos lieux. On a beaucoup de pieds carrés ici au palais. Notre rôle, c'est de faire rayonner cet écosystème de créativité et innovation du Québec. Et c'est notre rôle. Donc, dans le contexte de devenir un centre de congrès de l'avenir avec de nouvelles technologies intégrées dans les salles, être vraiment avant-gardiste, c'est pas juste et le bien-être aussi et le développement durable. J'étais très fier de rendre le palais carboneutre l'année passée. On est un des seuls dans le monde et le seul avec les crédits de carbone générés purement au Québec, localement. Et c'est plus en plus un enjeu pour les décideurs de congrès avec les voyages polluants et le tout. Donc, je reviens à la question dans le contexte qu'absolument il y a des opportunités pour faire rayonner virtuellement, physiquement, dans le contexte des événements, OK? Donc, pour vraiment essayer de faire rayonner et valoriser le talent de la province. Et de toute manière, on a, je crois, les noms de contact. Là, je sais que le Palais des Congrès et le Centre de Congrès sont également dans la conversation, dans le feed. Donc, les liens sont là si jamais on veut avoir des contacts. Merci beaucoup, Robert. On est presque rendu à 35 minutes, donc déjà, il y a beaucoup de questions, de commentaires. Je pense qu'on aurait pu continuer une autre demi-heure, mais je te laisse avec le mot de la fin. On est réaliste, mais optimiste en même temps.
Comment on voit les choses là, pour la suite des choses de ton côté à court terme? Là, ça ressemble à quoi là? Comment tu vois les choses de ton côté? Robert Mercure et ensuite pour le Palais des Congrès et l'avenir Il faut vraiment pas gaspiller le temps. Il faut pas lâcher. C'est le temps de vraiment se préparer. Hein. Donc, c'est une période extrêmement difficile, on le sait. Mais c'est le temps de travailler plus fort, de collaborer plus fort que jamais pour être prêt. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais contrôlons les choses qu'on peut contrôler et vraiment aller de l'avant dans une façon organisée, très proactivement. La compétition va être féroce, puis on va être là, on va être prêt. Et on a tous les joueurs clés là pour le faire ensemble en équipe. Et on a la destination et on a le produit. Donc, c'est critique dans ce moment maintenant là, de ne pas se décourager. Comme je vous dis, je suis très réaliste, je comprends très, très bien les enjeux et les difficultés. Il y a beaucoup de monde qui est en train de vraiment souffrir. Et ceci dit, il faut tout faire pour trouver les solutions, les implémenter, se lancer, se relancer, et on part, puis je suis convaincu qu'à long terme, on va avoir des années records dans les prochaines années. Ben, c'est ce qu'on se souhaite tous pour l'industrie du congrès, l'industrie touristique at large au Québec, à l'international. Merci Robert pour cette demi-heure passée Merci. ensemble. Merci Frédéric, c'est très apprécié. Bon courage tout le monde. Salut bien. Donc, salutations à tout le monde et merci d'avoir été sur la page Facebook de Tourisme Express. On va vous revenir avec encore une belle programmation pour les 2, 3 prochaines semaines. On a encore, ça va être confirmé sous peu, mais avoir de bons invités et de beaux sujets dont on va traiter ensemble. Merci tout le monde. À la prochaine. Merci.